Et maintenant, on va parler IA, adoption de l'IA, avec une table ronde. Et du coup, j'invite sur cette table ronde Hervé Cloutour de la BNP. Bonjour Hervé. Là, où vous voulez. Moi, je vais rester. Pierre Faucon, expert associé chez GMBA. Florian Landroux, avocat associé chez Oslo Avocat. Et Alexandre Toloub, directeur conseil et innovation chez Serre France. Merci à tous d'être là. Alors, je vous laisse prendre vos micros. Hop. Je pense que ça marche. Il y en a que 4. De toute façon, je ne vais pas beaucoup parler, moi. Donc, merci à tous les 4 d'être ici. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir un petit peu, que vous nous partagiez un petit peu votre expérience sur l'IA, sur les nouvelles technologies et comment vous avez fait en sorte que ce soit adopté par vos équipes. Et donc, ce que je vais vous demander en première question, c'est d'une part de vous présenter un petit peu, de présenter la structure dans laquelle vous travaillez, et d'autre part, de nous indiquer dans quelle mesure vous estimez que l'IA a été bien adoptée ou pas au sein de vos structures. Et avec éventuellement un exemple un peu concret. Hervé, je vous laisse la parole. Ça marche. Bonjour à tous. Donc moi de mon côté, donc, je travaille chez BNP Paribas, donc dans une corporate qui a une particularité. Alors, je travaille chez BNP Paribas dans une corporate, donc particularité, c'est un établissement de crédit donc qui est coté. C'est une entreprise systémique, donc je suis dans un environnement qui est hyper régulé. Voilà. Donc ça, c'est pour planter un peu le décor. Et en fait, je m'occupe donc particulièrement donc de corporate law et de gouvernance, et au niveau donc d'un head office à Paris. On est organisé donc sous forme donc de plateforme, et notre recherche évidemment consiste à trouver les meilleurs outils pour que cette plateforme fonctionne au mieux. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, BNP Paribas c'est présente dans 65 pays. Voilà. Donc on a beaucoup de géographie, beaucoup de spécialités, mais on a réussi en tous les cas à organiser l'activité Corporate Law and Governance. Voilà. Par ailleurs, donc, de mon côté, donc, je suis en plus intervenant, donc, chargé d'enseignement dans un Master 2, Banque, Finance et FinTech. Ce qui évidemment m'a amené à venir vous voir donc, aujourd'hui. Du coup, avant de passer aux autres, un petit avis sur vous, l'IA. Est-ce que vous pensez que c'est très adopté déjà chez BNP, pas encore assez, et comment est-ce que vous avez un petit exemple concret à nous donner? Alors, l'IA chez BNP Paribas, évidemment, c'est un sujet sur lequel on y travaille donc beaucoup. Notre problème, encore une fois, c'est qu'on est établissement de crédit. Donc, on manie de la donnée, on va dire, confidentielle, voire même secrète. Alors, à titre d'exemple, vous êtes peut-être client, vous êtes certainement client d'une banque, peut-être de BNP Paribas. Je ne suis pas sûr que vous aimeriez beaucoup, effectivement, que vos données personnelles soient exploitées par une intelligence artificielle sans que celle-ci soit parfaitement, on va dire, contrôlée. Donc, ce qu'on essaie au niveau de l'implémentation de l'IA, c'est d'avoir une démarche qui est celle, on va dire, d'une information qui obéit à un certain nombre de règles et qui soit, si possible, organisée de manière modulaire. Autrement dit, on applique l'IA dans certains métiers, dans certains endroits, mais sans pour autant, si vous voulez, imaginer une énorme usine dans laquelle tout serait manié n'importe comment. Ce n'est pas du tout l'esprit du développement de l'IA chez BNP Paribas. Voilà. Merci. Bonjour à Alexandre. Florian, pardon. Bonjour à tous. Donc Florian Landry, moi je suis avocat en droit des affaires, donc spécialisé plutôt en fusion, acquisition et private equity. Je fais partie d'un cabinet qui s'appelle Oslo. On est un petit cabinet, alors contrairement à BNP, on est une petite vingtaine. Un peu plus récent aussi, on n'a que deux ans, on a lancé le cabinet il y a 2 ans. Et donc on a un cabinet qui se veut dédié au droit des affaires avec des pratiques annexes qui vont compléter le droit des affaires, donc de la propriété intellectuelle, de la data, de la compliance et d'autres pratiques comme le droit social, le contentieux, donc un peu plus classique. Et au sein du cabinet, avec d'autres, je suis chargé justement d'implémenter cette IA pour améliorer la manière dont on travaille pour nos clients et nous faire gagner du temps et faire gagner du temps à nos clients également.
Un petit exemple concret de comment on gagne du temps avec l'IA? Oui, bien sûr. Donc nous, il y a énormément de solutions juridiques en IA qui existent. Euh, Là où on a pris un peu de temps, c'est choisir les bonnes solutions. Il faut tester, il faut approuver, il faut avoir, comme tu disais, l'adhérence des équipes. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de choisir une solution IA, il faut qu'elle soit adoptée par tout le monde pour qu'elle soit réellement efficace. Et donc aujourd'hui, nous, on a deux grandes thématiques où on adopte l'IA, enfin peut-être trois d'ailleurs. Il y a des IA purement juridiques qui vont servir notamment sur des recherches juridiques, des recherches jurisprudentielles. Et donc ça, on a des très bons acteurs français comme Doctrine ou d'autres qui fonctionnent très bien. Ensuite, on va avoir des IA rédactionnelles. Là, c'est les vraies étapes de développement où on peut gagner du temps. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour rédiger nos actes. Donc on s'améliore et ça, c'est vraiment en fait un vrai travail. Il y a un peu des barrières à l'entrée parce qu'il faut savoir bien les utiliser, mais aujourd'hui, on adopte dans nos outils classiques et que vous utilisez probablement tous à Outlook, Word, on a rajouté de l'IA dedans et ça nous permet de gagner du temps. Et la dernière branche, c'est pour nos réunions, pour nos visios, parce qu'on a un métier où on fait beaucoup de réunions avec nos clients. On a des IA qui vont se plugger et nous faire justement des comptes rendus de réunion qui vont les envoyer à nos clients. Et ça facilite un suivi et ça renforce le parcours client. Merci Alexandre. Pierre? Bonjour à tous, Pierre Faucon, expert comptable du cabinet GMBA. Nous sommes membres de deux réseaux, un réseau français, Walter France, qui est à peu près sur tout le territoire, et un réseau international avec qui on correspond, notamment lorsqu'il s'agit d'implantation en France d'entités de toute nature. Nous sommes 250 sur 4 sites en Île-de-France. Dans les lignes de service un peu traditionnelles d'un cabinet d'expertise comptable, nous en avons 8 chez nous. Il y a celle du juridique, le métier du juridique. Et on a demandé à un associé expert comptable d'animer cette ligne juridique. Donc je ne suis pas juriste, évidemment. Mais dans notre ligne juridique, on a des avocats, des juristes et des apprentis juristes. Et on gère à peu près 1 millier de secrétariats juridiques annuels. Donc, c'est-à-dire qu'un millier, il faut l'organiser, et à peu près 200-250 événements donc de juridiques extraordinaires qui nécessitent des formalités que l'on confie bien sûr à Legal Vision. Toute cette chaîne de valeur m'a conduit, moi, à travailler d'abord en mode projet. Comme l'a dit Antoine tout à l'heure, on n'a pas imposé des outils, mais on a réfléchi dans une démarche quels outils on peut intégrer pour avoir une chaîne de valeur efficace. Et donc, on arrive à traiter 1000 JA, comme on dit chez nous, juridiques annuels, avec seulement 4 ou 5 collaborateurs, ce qui est comme impressionnant, là où les standards, il y a quelques années, n'étaient sûrement pas de gérer 200 ou 250 juridiques par personne. Grâce aux outils, grâce aux l'IA, on a pu le faire. Dans le secteur de l'IA un peu plus récent, on a surtout l'intégration de ce qu'on appelle l'IA prédictive, c'est-à-dire l'IA qui va travailler sur des automatismes, donc qui va améliorer le quotidien, qui va anticiper, qui va traiter toute une chaîne de valeurs de manière de plus en plus automatisée, mais de façon, entre guillemets, intelligente sur le plan IA. Donc ça facilite beaucoup les process. Tout le monde en est friand parce que ça élimine les charges rébarbatives. Pour le moment, on n'a pas du tout licencié. On a plutôt pris plus de clients que de licenciements. Donc on est vraiment dans une démarche de développement et non pas dans une démarche d'élimination. Et ça simplifie vraiment le travail, comme on l'a vu tout à l'heure avec la plateforme de Legal Vision. C'est le même principe. Et puis maintenant apparaît l'IA générative, dont tout le monde parle. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on est en pleine réflexion, on travaille sur les cas d'usage, on travaille sur qu'est-ce qu'on ne peut pas faire évidemment, donc tous les interdits, tout ce qu'il ne faut pas faire, mais on est quand même dans des cultures, je pense tous les quatre, de la confidentialité, et vous tous, de la confidentialité, du secret professionnel. Donc on a comme cette culture où évidemment aucun collaborateur veut les mettre les comptes dans une IA ou un PV sur une IA sans avoir pris des précautions. Donc ça c'est la culture interne. Donc on n'a pas cette difficulté-là, nous, par rapport a priori, par rapport à la confidentialité. C'est un sujet qu'on reparlera tout à l'heure. Et donc on travaille sur des cas d'usage. Et on a déjà énormément de cas d'usage qui se profilent grâce aux outils que nous proposent nos éditeurs et dont ceux qui sont présents, de comparer des actes, de travailler sur de conformité d'actes avec la loi, notamment les statuts. Et maintenant, comment on va pouvoir accompagner nos clients qui nous posent beaucoup de demandes parce qu'eux traitent l'IA également et comment nous, on va pouvoir la transformer. Mais ce sera des questions sûrement après. Et je passe la parole à mon collègue. Ici, c'est le banc des experts comptables. Effectivement, vous êtes naturellement...
Alexandre? Oui, bonjour. Donc Alexandre Tolub, directeur conseil et innovation de Serre France Loire-Atlantique. Donc Serre France Loire-Atlantique, c'est une association qui exerce le métier d'expert comptable pour 4500 clients, donc localisés en Loire-Atlantique et qui appartient à un réseau, le réseau Serre France, qui est présent sur toute la France. Donc notre association, c'est 260-270 collaborateurs avec des métiers plutôt dans la comptabilité, le juridique, droit des sociétés, juridique, droit du travail, gestionnaire de paye. Il y a aussi une branche conseil économique stratégique, une branche QHSE, consulting. Donc il y a beaucoup de métiers divers. Et sur la question justement de l'adoption de l'IA, c'est aussi conditionné par cette multiplicité des métiers, parce que tous les cas d'usage, comme vous disiez, vont se multiplier dans tous les métiers. Donc on n'a pas de démarche générale en disant ça va être cet outil-là et pas d'autres. On n'en est pas à ce stade-là. Donc on a un degré d'adoption qui est, on va dire, moyen, qui n'est pas structurel. Aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui sont très en avance à titre personnel et qui montrent à d'autres, d'autres qui n'utilisent pas du tout, donc c'est assez divers. Et on est plutôt en phase de... on a monté une petite cellule innovation pour identifier des outils, parce que comme ça a été dit avant, il y a des outils qui foisonnent dans tous les sens. On ne sait pas finalement ceux qui vont gagner dans la bataille, donc on est un peu prudent, on teste. Pardon ? Moi, j'en connais un. Oui, oui, hein, mais il n'y a pas que les formalités à gérer. Chez nous, il y a plein d'autres choses. Donc on teste, on compare, ça devient un peu plus mature. Et ce qui se dessine, donc une fois qu'on a testé, on déploie pas massivement, en fait, on déploie par petite équipe. Donc là, par exemple, à titre d'exemple, au niveau juridique, on n'a pas foncé sur des logiciels de rédaction d'actes, mais plutôt sur des outils qui vont nous permettre d'amener de la pédagogie auprès des clients pour expliquer les opérations. Donc en amont, en fait, sur la partie conseil, et qui démontre beaucoup de plus-value en réalité. Et un autre outil plus en mode chatbot, communiquer sur notre base documentaire interne pour faciliter le travail des collaborateurs de terrain quand ils ont des questions fiscales, méthodes comptables, ou juridiques ou conseil, et pour avoir la réponse assez immédiate. C'est branché sur notre doc interne et sur le BOFIP et Légifrance aussi. Ce qui permet d'amener plus de fluidité dans la productivité des dossiers et de faire grandir tout le monde. Et là, c'est encore en phase de déploiement. C'est testé auprès d'une équipe, pas encore pour toute l'entreprise. On reviendra effectivement un peu plus tard sur le changement qu'apporte l'IA sur l'interface qu'on va avoir avec les clients. Donc d'un côté assez positif, on peut le voir ici, mais aussi potentiellement sur un côté moins négatif qu'on pourra avoir. Je vais me retourner vers vous, Hervé. Sur une structure grande comme BNP, comment on fait en sorte que les gens acceptent d'utiliser l'IA dans leur quotidien ? Alors, évidemment, tout ça n'est pas très simple. Encore une fois, on repart donc des géographies. 65 géographies, c'est énorme. Des filiales, des métiers spécifiques. Donc, déployer tout ça, les besoins ne sont pas les mêmes, les attendus ne sont pas les mêmes. Donc, une fois qu'on a dit cela, il faut d'abord un petit peu, on va dire, considérer, ou en tout cas faire passer le message que l'IA, en fait, peut être une aide et non pas quelque chose, on va dire, qui menace l'emploi de demain des personnes que vous allez inviter effectivement à utiliser l'IA, les utilisateurs. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'actuellement, il y a une sorte de bashing sur le sujet où on dit, où on laisse penser en tous les cas, ma foi, c'est bien, mais quelque part, que va-t-il se passer demain ? Quel sera mon boulot demain ? Est-ce que j'aurai encore un boulot, tout simplement ? Donc, la réponse, si vous voulez, il faut absolument la nuancer. Dans le sens où il faut faire comprendre que l'IA peut apporter un véritable plus, autrement dit, des gains de productivité. Autrement dit, traiter tout ce qui, quelque part, en fait, nous ennuie un peu au quotidien, parce que c'est pas forcément très intéressant, c'est pas techniquement, franchement, il n'y a rien de drôle là-dedans. En revanche, dégager du temps et le mettre au profit, on va dire, de tâches à forte valeur ajoutée, oui, c'est important. Alors, c'est important, évidemment, pour l'organisation, dans laquelle vous appartenez, donc la banque en l'occurrence, mais c'est également donc important pour effectivement les collaborateurs qui y trouvent, on va dire, un certain épanouissement. Donc, si on arrive effectivement donc, à mettre cela évidemment en œuvre et effectivement convaincre, ou tout du moins expliquer aux collaborateurs que tout cela évidemment présente un avantage, c'est quelque chose effectivement qui est parfaitement admis.
Cette peur du coup de perdre son travail, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans les autres structures, Florian ou... Nous, on n'a pas vraiment peur encore de perdre notre travail. Par contre, la jeune génération a peur de ne pas en trouver. C'est un peu une différence. C'est vrai que le sujet, c'est que probablement ça va nous faire un vrai gain de productivité. Et c'est déjà le cas. Et on va pouvoir se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc je pense que, enfin, en tout cas on espère que demain on sera encore là, nous les avocats. Mais c'est plus dur pour les jeunes générations peut-être de trouver leur place parce qu'il y a un peu moins de place à prendre vu que certaines tâches sont faites par eux. Après, il faut réfléchir à un peu plus, enfin nous en tout cas on essaie de réfléchir à long terme. C'est-à-dire que les juniors d'aujourd'hui sont les seniors de demain, donc il faut les former également. Il faut quand même aujourd'hui, et d'ailleurs c'est eux qui utilisent le mieux les outils IA. Donc en fait il faut se baser sur leurs plus-values qu'ils peuvent nous apporter et nous continuer à essayer de les former. Et je pense, ça va bien se faire. Ça nécessite aussi une manière un peu pédagogique, c'est-à-dire que eux doivent nous apprendre ce que nous, on ne connaît pas encore sur l'IA. Parce que ce qui est réel, c'est que les jeunes générations, je ne suis pas si vieux que ça, mais ils l'utilisent quand même déjà mieux que nous, enfin que moi en tout cas. Donc ils peuvent nous apporter des choses là-dessus et nous, on peut continuer à les former derrière, les former sur, en réalité, les aspects juridiques, parce que évidemment, il ne faut pas que si une IA nous dit c'est blanc, c'est obligatoirement blanc, il faut voir, il faut creuser et il faut juste pouvoir challenger. Donc je pense que le sujet, c'est pas vraiment la perte de travail, c'est qu'il va falloir, et nous c'est notre leitmotiv, mais il faut réellement s'adapter à ce changement si on veut encore être là demain et être compétitif. Alexandre, Pierre, vous avez ce sujet-là aussi dans Oui, un peu, mais ce qui importe, enfin, pour le moment, dans un premier temps, il n'y a pas un rapport d'étonnement, mais enfin, c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire la capacité extraordinaire qui s'ouvre devant nous. Donc c'est la grande découverte, c'est nos fameux cas d'usage, mais surtout, comme l'a rappelé Hervé ou Florian, c'est qu'on va pouvoir éliminer un certain nombre de tâches fastidieuses et on passe à autre chose. Et là, tout le monde est preneur. Tout le monde est preneur, il n'y a pas de réticence, personne ne dit « Ah non, moi je préfère le faire à la main ». Enfin, ça a pu exister, mais ça n'existe plus. Quand vous avez un rapport de gestion qui est plutôt presse-bouton, parce que entre Pennylen et votre outil de production juridique, vous appuyez, pof, le rapport de gestion est fini, on n'est plus à l'ère où il fait le remplir à la main, refaire les calculs, les juristes et les... Ah, on n'entend plus, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Merci. Merci du rappel. Donc je recommence. Je disais qu'on a passé le cap du rapport d'étonnement où on découvre les choses. Là, on découvre les choses avec plutôt appétit, puisqu'on va avoir des tâches qui vont s'éliminer d'elles-mêmes. On voit bien et tout le monde est demandeur. Donc il n'y a pas de réticence au progrès, en fait. Il n'y a pas de réticence au progrès. Par contre, ce qui ne disparaîtra pas du tout, et je suis d'accord avec Florian, c'est le jugement professionnel. Les machines, enfin l'IA générative ou prédictive propose des choses, propose des solutions. On ne retirera surtout pas dans nos métiers du droit ou du chiffre le jugement professionnel que devra avoir évidemment un senior, donc il va falloir continuer à former les juniors. Je suis moi-même très engagé dans le stage d'expertise comptable. On n'a jamais dit on arrête le diplôme, on arrête les jeunes, puisqu'on n'en a plus besoin. Ce n'est pas la démarche du tout de la profession, même si les échos ont dit le contraire lundi. On est quand même dans une démarche de former les jeunes pour qu'ils soient les seniors de demain. Sinon, il n'y aura plus personne qui pourra avoir un jugement professionnel. Et je pense qu'on a encore cette capacité, j'espère, dans nos métiers réglementés et intellectuels, d'avoir un jugement professionnel sur ce que produira de façon différente les machines. Et donc chez nous, on n'a pas encore, enfin on n'a pas identifié de réticence, mais plutôt de l'appétence. Oui, alors dans notre métier, en tout cas dans l'expertise comptable, on est, je pense, plus impacté à court terme sur la réforme de la facturation électronique que sur l'IA, qui chamboule certains métiers, pas tous. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'IA ne remplacera absolument, enfin pas du tout, la responsabilité professionnelle des professionnels qui donnent leur avis, qui ont une assurance professionnelle. C'est qu'une machine, c'est qu'un outil. Donc il y aura toujours un esprit humain qui va dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je l'écris, ça je l'écris pas. Donc on n'est pas dans cette peur de on va perdre notre métier, qu'est-ce qu'on va faire demain. On peut avoir cette discussion qui me paraît dangereuse de dire, alors c'est ce qu'on voit effectivement dans le marché du travail, les jeunes trouvent moins de boulot parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Moi je pense qu'ils ne vont pas rester à rien faire. Le risque c'est qu'ils montent des sociétés entre eux et qu'ils nous fassent concurrence à l'avenir et pour moins cher. Donc en fait on va se créer des concurrents.
ça risque de se passer comme ça. Donc on a quand même tout intérêt à continuer à gérer. Ce sont juste des nouveaux outils en place. Et ces nouveaux outils, alors concernant l'adoption, c'est pour ça qu'on y va étape par étape. Nous, on fait des tests à petits comités, puis au sein d'une équipe, on prend le temps de voir quels sont les retours, quels sont les usages. Il y a toujours ces adoptions. Il y a des gens qui sont plus early adopters, qui vont y aller tout de suite, et d'autres qui vont attendre que leurs collègues leur montrent, ou se dire « Ah oui, tiens, finalement, c'est pas mal si tu fais comme ça, montre-moi ». Et ça, cette phase-là, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois chez certains. Bon, bah, on prend le temps de le faire. Au final, quand ils se rendent compte que finalement, un cas d'usage qu'on avait identifié, on peut finalement, qui était pénible, un point de pénibilité qui était là, finalement ça passe beaucoup mieux, les gens finissent par l'adopter. Après, il y a toujours 1% des gens qui adopteront jamais, mais il faut vivre avec, hein. On va pas... Alors il y a effectivement ceux qui veulent pas adopter, et il y a ceux qui veulent adopter mais plus vite que la musique. Comment on gère aussi ces gens qui vont, du coup on parlait de confidentialité des données secrètes, etc. Comment on gère toute cette population qui va aller mettre les documents sur ChatGPT et d'autres outils américains? Alors là, c'est peut-être les plus jeunes d'entre nous qui vont trop vite et qui effectivement n'ont pas le recul, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas le jugement professionnel. Et pour eux, comme c'est un outil avec lequel ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, comme on dit, c'est naturel. Donc on interroge, on chatte et on pose assez rapidement. Donc nous, on a beaucoup travaillé un petit peu comme Serre France sur des groupes de travail par métier, et dans chaque métier à retravailler aussi et de manière transverse pour justement qualifier et non pas interdire, parce qu'interdire ça sert à rien. Et voilà, il faut aller vite, parce que le temps qu'on réfléchisse, on avait, comme toutes les statistiques, 30 ou 50% des salariés qui allaient sur ChatGPT en cachette pour déposer leurs trucs, et voilà. Donc plutôt que d'interdire, il vaut mieux réguler et avoir un espace de travail qui permette de le faire. Alors c'est pas toujours très simple, mais voilà. Donc on rappelle. Alors, à mon avis, les forces se concentrent plutôt sur les jeunes générations qui n'ont pas forcément le réflexe de protéger leurs données. Et donc, c'est répéter. La formation, c'est l'art de répéter pour bien rappeler effectivement des cas d'usage interdits. Mais on n'a pas mis de barrière technologique qui ne serait pas efficace de toute façon. Ouais, nous, c'est pareil. Florian, ouais. Ou Hervé? Nous, on n'a pas. Enfin, c'est impossible de bloquer les accès à tous les accès. Parce que si c'est sur l'ordinateur professionnel, il y a l'ordinateur perso, il y a le portable. Donc je pense que c'est se voiler la face que de se dire qu'on peut bloquer quoi que ce soit. Donc nous, la solution, ça a été en réalité d'offrir une alternative sécurisée, donc de choisir l'IA. Et au début, on voulait, je pense comme beaucoup, développer notre propre IA, faire quelque chose de bien, prendre le temps. Mais on s'est dit que si on prenait trop le temps, on allait avoir justement ces usages sauvages. On allait peut-être être pas aussi performant que d'autres. Donc nous, la solution, ça a été, alors c'est plus simple parce qu'on est moins, hein, on est une vingtaine, mais ça a été d'aller vite, d'adopter quelque chose et de le fournir à tout le monde. Et aujourd'hui, les gens n'utilisent plus les outils grand public parce qu'ils ont déjà, en fait, tous les autres outils leur offrent déjà ce que ces outils-là leur donnent. Donc la réalité, c'est plutôt offrir une solution qui elle est sécurisée et qui permet d'éviter l'usage sauvage, de le bloquer. Merci Florian. Hervé? Oui, donc nous on est à peu près dans la même logique en fait que Florian, donc parce qu'on a des métiers qui sont très proches. Donc évidemment, imaginer bloquer en tous les cas les accès donc à l'IA aux collaborateurs, c'est même pas la peine d'y penser parce que ça ne marchera pas. Ensuite, essayer finalement de contrôler, on va dire, ou amener les réflexions vers un outil. Donc oui, effectivement, c'est ce vers quoi donc on tend. Il y a donc des acteurs sur la place que je ne nommerai pas, qui au départ étaient partis sur une démarche de construire une société, enfin tout du moins une activité ou une IA, on va dire, intramuraux, donc purement personnel et pour les besoins uniquement de l'entreprise. Et en fait, si vous avez lu la presse financière récemment, vous savez de qui je veux parler, a finalement abandonné cette idée, tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte qu'on ne pouvait pas, quelque part, bénéficier des meilleures technologies attachées à l'IA par le développement interne, sauf à mobiliser donc des ressources extrêmement importantes. Donc c'est toute la problématique en fait entre donc le MED ou le buy. Donc le MED, on a l'impression en tous les cas de ce que j'observe sur la place de Paris, c'est quand même quelque chose qui est un peu en retrait. Voilà.
On va plutôt vers le bail, autrement dit vers des solutions proposées. Alors après, quelles solutions? Là, je ne vais pas faire de la pub. Chacun a sa propre religion sur le sujet. Certains utilisent par exemple la suite Microsoft, donc avec Copilot. Bon, ça c'est un acteur qui est assez connu. Alors après, moi je voudrais revenir sur un autre point parce qu'on a abordé tout à l'heure la notion de secret, de données confidentielles et secrètes. Ça c'est un problème pour nous. Pourquoi? Nous, en tant qu'avocats, juristes, etc., on traite beaucoup, évidemment, de minutes de board. Donc, nos PV de conseil d'administration et autres organes sociaux donc assimilés. Et notre problème, c'est qu'évidemment, pour un bon nombre de nos structures, pour ne pas dire à peu près 70% de nos structures, on pourrait très bien utiliser l'IA. Bon, ça ne poserait pas trop de problèmes, parce que quelque part, c'est de l'approbation de comptes, c'est quelques nominations, enfin bon, on va dire des choses, on va dire classiques. En revanche, on a des problèmes pour tout ce qui est, on va dire, données confidentielles et secrètes. Je vais vous donner 2 exemples précis. La notion de confidentialité, alors elle peut être ponctuelle ou durer dans le temps. Alors la ponctuelle, un exemple, aujourd'hui par exemple, la banque BNP Paribas a sorti ses résultats donc, ce matin. Donc hier, les résultats donc, de la banque ont été examinés et arrêtés par le conseil d'administration de BNP Paribas. Jusqu'à ce matin, avant l'ouverture des marchés, cette donnée était une donnée évidemment secrète. D'accord? Elle est rendue publique ce matin avant bourse, elle devient publique. Ça, c'est un exemple, on va dire, ponctuel, one shot, qui se comprend facilement. Notre problème, autrement, c'est quand on a des décisions dans le cadre d'opérations de M&A, par exemple, des opérations de croissance externe. Une opération dont vous avez tous entendu parler, qui était en fait AXA IM, dont tout le monde en a parlé dans la presse. Bon, voyez bien qu'une opération de croissance externe pour une banque, ce n'est pas en fait une décision du conseil qui va évidemment prendre la décision et dire on achète ou on n'achète pas donc une société. En réalité, c'est quelque chose, une décision qui va maturer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, que fait-on dans ce cas-là de ces boards qui ont examiné donc ces dossiers, qui sont des dossiers confidentiels, voire secrets? Est-ce qu'on peut effectivement se contenter de dire, finalement, on va faire, on va dire, les procès-verbaux, on va les décaler dans le temps, est-ce suffisant? La réponse est non. Si effectivement l'opération réussit et qu'elle est rendue publique, l'information confidentielle ou secrète d'hier devient publique, on n'en parle plus. Mais si l'opération n'aboutit pas, on n'a pas forcément envie de divulguer, on va dire, à la concurrence, quelque part, qu'on a examiné un dossier, mais que finalement on l'a refermé parce qu'on n'était pas intéressé pour diverses raisons. Sur cette... Oui, Alexandre. Sur cette partie confidentialité et du coup secret de la donnée, donc ça c'est des données qui sont entre vous, mais il y a des données aussi qu'on peut partager avec des clients. La confidentialité, comment on la gère, comment on fait en sorte que les clients la gèrent, et du coup avec l'IA, eux aussi ont accès à des outils IA. Comment ça change finalement la relation avec nos clients, le fait que l'IA arrive dans le mix? Florian, peut-être ouais. Une des manières, c'est de leur offrir, nous, une solution. Après, nos clients font ce qu'ils veulent avec leurs propres données. Et la réalité, c'est que même déjà aujourd'hui, avant que l'IA arrive, ils étaient détenteurs de la donnée, ils pouvaient la divulguer sur Internet, on n'avait pas de contrôle là-dessus. Donc ce qu'on peut, et ce que nous on essaie de faire, c'est en fait, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se développent là-dessus, c'est pour toutes vos questions juridiques, déjà vous venez nous voir, mais au-delà de ça, ça peut être un chatbot sur notre IA, on leur ouvre en fait un accès sur notre propre plateforme. Donc ça c'est une manière pour qu'ils évitent d'aller voir des IA grand public, mais la confidentialité de leurs données, après c'est eux qui en font, enfin on ne peut pas les empêcher d'utiliser leurs propres documents, comme aujourd'hui ils ont déjà ces infos, ils pourraient déjà la divulguer. Donc c'est leur offrir la plateforme, qu'ils n'ont peut-être pas parce que tout dépend des clients, mais il y en a qui n'ont pas le service juridique assez conséquent pour développer leur propre, enfin pour en tout cas adopter une IA spécifique. Mais c'est, alors je pense qu'il y a un peu de la prévention, c'est-à-dire les former, leur expliquer les risques qui vont avec. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui offrent cette confidentialité et qui minimisent le risque, qui ne sont pas les solutions grand public, mais qui existent. Et il y a des solutions qui se développent pour les avocats, pour les experts comptables, pour les juristes, avec justement un gros focus sur la confidentialité et la protection des données.
et le fait que ce soit des circuits fermés qui ne vont pas s'entraîner avec l'IA, voire avec leur propre serveur. Donc aujourd'hui, il existe des solutions. Et à mon avis, mais c'est que mon avis, il y a eu beaucoup cette question de la confidentialité qui du coup bloquait l'adoption de l'IA et que c'était pas confidentiel. C'est vrai pour la plupart des plateformes grand public, mais des solutions existent qui offrent ce degré de sécurité. Et donc pour moi, c'est plus une barrière totale à l'entrée en tout cas. Sinon, plus personne pourrait l'utiliser. Alors, on a toujours eu ce souci de la confidentialité, donc je ne suis pas sûr que l'IA rajoute une couche pour le moment, enfin on n'a pas encore identifié. On a déjà eu la première couche RGPD, donc RGPD, tout le monde s'est affolé, on ne peut plus envoyer les bulletins de paye par mail, on peut plus, voilà. On nous a dit toutes les données confidentielles personnelles, mais il faut les restreindre. Donc on a déjà eu un premier effort de confidentialité qui n'a rien à voir avec l'IA, où il a fallu trouver des plateformes d'échange pour déposer, etc. Donc on a déjà fait un tour sur les échanges de documents confidentiels avec nos clients. Là, ce qu'il y a de nouveau, et ce que dit Florian, est-ce qu'on va mettre un chat commun entre nous et le client pour discuter de problématiques en mettant de l'IA dans nos échanges. Sincèrement, on n'est pas arrivé là. Pour moi, on échange encore soit par téléphone, soit par visio, soit par mail, des problématiques. Donc, on n'a pas encore le chat d'échange où on serait à trois, le client, nous et l'IA, et on discuterait à trois sur une problématique. Pour autant, des clients nous envoient assez régulièrement maintenant des questions qu'ils ont eux-mêmes posées à l'IA, et des fois, on voit sur des produits très grand public. Donc moi, je reçois des questions me disant j'ai demandé ça, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Quand je vois la manière dont elle a rédigé la question sur l'IA, c'est sa responsabilité. Sur ChatGPT, il n'est pas très prudent quand même, mon client, parce qu'il balance tous ses chiffres, etc., en disant qu'est-ce que l'IA peut me trouver? Et puis après, il me repose la question, Pierre, est-ce que c'est bon? Donc là, voilà, là, on voit que c'est le cas d'usage. Alors, ce n'est pas nous, experts comptables, qui auront fait un truc pareil, mais c'est le client qui a pris son risque, comme le dit Florian. Vous êtes éduquer les clients pour qu'eux-mêmes, former, collaborer, expliquer les dangers, parce que peut-être que les clients n'ont pas notre esprit régulé dans nos professions réglementées. J'inclus bien sûr les juristes de BNP. Voilà, nous on a ça un petit peu en tête, alors que les clients qui sont sur leur secteur d'activité n'ont pas du tout ce type de réflexe. Donc je pense que le danger viendra des clients plus que chez nous. Oui. Je rebondis sur ce que vous aviez dit sur les outils MED ou BAI, parce que j'ai eu aussi le même raisonnement, et on a aussi fait un essai où on a fait nous-mêmes, et puis on a rapidement arrêté parce qu'effectivement les coûts flambaient. Cependant, maintenant avec l'évolution, il y a un certain nombre d'agents IA, et en fait une des difficultés qu'on a, c'est on a des outils extérieurs qui sont mis à disposition, qui sont très bien, mais on a toute une chaîne informatique pour produire de la compta, du conseil, du juridique, enfin tout un tas de choses, on a tout un tas d'outils qu'on ne va pas mettre à la poubelle, on en a besoin pour travailler. Et comment les outils d'IA s'intègrent dans cette chaîne-là. Et donc là, on s'intéresse à des agents IA qui vont se mettre dans notre système informatique et qui peuvent utiliser des LLM extérieurs, mais qui travaillent sur nos données, qui restent sur nos serveurs, en fait. Et ça permet de traiter des données, de traiter certains petits travaux spécifiques, tout en maintenant la confidentialité des données. Donc il y a des solutions techniques qui émergent quand même, qui se multiplient, quoi. Et je rebondis sur des cas qu'on a, que vous avez sûrement... on a parlé tout à l'heure d'enregistrement des visios en ligne. On a aussi des outils comme ça. On se rend compte que nos clients aussi, ils viennent en rendez-vous, ils nous enregistrent sans forcément nous demander notre avis, donc ce qui pose un problème de confidentialité. Si on le fait, pourquoi les clients ne le feraient pas? Quid du changement de posture d'un rendez-vous en vis-à-vis sans écrit où on peut se dire des choses, ou un rendez-vous systématiquement enregistré où là on va se limiter, quoi. On sait très bien que sur des choix fiscaux qu'on peut opérer, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, et il y a des choses qu'on dit qu'on ne veut pas forcément avoir écrites. Donc ça de nature à changer complètement la relation. Et on a eu un autre raisonnement aussi qui commence à sortir, c'est avec tous ces outils, qu'est-ce qu'on va devenir? Notre axe stratégique, nous, c'est clairement la relation humaine, quoi. C'est-à-dire que plus d'IA, mais on va faire peut-être plus de téléphones ou plus de rencontres physiques, justement pour développer cette relation humaine et faire tout le reste avec l'IA, quoi. La relation humaine, du coup, comment on fait en sorte que ça, que chacun adopte cette nouvelle pratique de je vais plus partager avec les gens, enfin que mon métier change? Comment vous les accompagnez là-dessus? Eh ben, on va remettre au goût du jour un outil ancien qui est le téléphone. Et d'appeler les gens plutôt que de leur envoyer des mails systématiquement. Enfin, à mon avis, c'est des pratiques qui vont se remettre au goût du jour parce que
on voit bien avec l'IA, on reçoit des mails en permanence. Ils sont plus ou moins lus. Alors, ils vont être lus par des outils d'IA, donc ça va être formidable. À un moment donné, il faudra se parler entre humains, quoi. Donc oui, ça va être... mais ça peut changer la posture de certaines personnes, et on a peut-être plus cette difficulté-là dans les jeunes générations, d'avoir des relations soit face à face en entretien, soit au téléphone, assisté toujours d'outils, on ne va pas mettre ça à la poubelle, mais un changement de posture pour avoir cette relation de conseil de proximité. Alors, on n'a pas du tout répété, on n'a même pas eu l'occasion de se travailler, de préparer, mais c'est exactement la même chose. On a décidé, donc pas plus tard que la semaine dernière, dans notre réunion d'associés, de réinventer un outil qui s'appelle le téléphone. Voilà. Il l'a fait avant moi. Et puis de remettre aussi le déplacement. Donc c'est contre-intuitif, c'est contre-cyclique, c'est contre la thématique d'aujourd'hui. Et ben non, parce que justement les outils vont nous permettre etc. Mais il faut remettre l'humain au centre des échanges avec les clients qui ont disparu de plus en plus. Je suis sûr autour de la salle, tout le monde est à peu près arrivé au bout de 2-3 ans d'apprentissage plus de l'ensemble des outils intégrés, etc. Et on n'appelle plus les clients. Alors le Covid a favorisé effectivement cette accélération et ce non-contact. Nous, c'est pareil, on remet ça au cœur du débat de demain. Il faut remettre l'humain et le contact humain avec les clients et donc se redéplacer et reprendre son téléphone tout en ayant en back. Donc on est plutôt en back-office avec les outils qui vont nous permettre d'accélérer, etc. Ça ne changera pas, et on ne va pas freiner évidemment, mais de remettre le contact, et peut-être pour parler de choses confidentielles, pour ne pas être enregistré ni écrit. Merci Pierre. On arrive au bout de la table ronde. J'aimerais juste vous poser une dernière question avant de prendre quelques questions dans le public, mais dans votre vision, qu'est-ce qui va changer dans les prochains... Enfin, c'est quoi vos grands enjeux sur ces sujets-là dans les prochaines années ? Bon, je pense clairement, de toute façon, qu'on va encore une fois donc performer. L'IA, pour moi, est un critère de performance et un outil de performance. Et quelque part, on a besoin, enfin nous les juristes, avocats et autres, on a besoin de se concentrer sur évidemment donc des dossiers à plus forte valeur ajoutée, mais toujours avec le même système. C'est-à-dire qu'on a toujours des dossiers les plus complexes. Si je prends mon exemple dans mon particulier, vous voyez bien par exemple que quand une banque conduit par exemple une opération transnationale, une opération de fusion par exemple, eh bien là si vous voulez, on aura bien beau avoir la plus belle IA qui existe, je ne suis pas sûr qu'au regard de la complexité sur du dossier, on pourra effectivement traiter ça ainsi. Voilà. Donc on a quand même des dossiers qui sont hyper complexes et quelque part je dirais... on aura de toute façon, il ne faut pas se leurrer, l'IA va devenir de plus en plus performante. Ça aussi, il faut être parfaitement clair là-dessus. À nous, encore une fois, de garder un peu, on va dire, une longueur d'avance. Nous, les humains. Merci Hervé. Florian ? Ouais, là, je pense que nous, on est dans la période intéressante, c'est qu'on peut utiliser l'IA et que nos clients nous demandent toujours la même chose que ce qu'ils demandaient avant. Je pense que notre vrai challenge, ça va être de s'adapter à ce qu'ils vont demander demain, parce qu'ils vont demander moins de choses, probablement. Il y a des solutions qui vont faire ça peut-être aussi bien que nous et moins cher. Donc, nous, notre vrai axe stratégique, c'est d'essayer de savoir ce que va être notre métier demain, de se préparer à ce changement auprès de nos clients et d'essayer de pouvoir évidemment continuer à fonctionner comme on veut, grandir comme on veut, en se disant qu'on va peut-être quelques éléments de notre métier vont peut-être disparaître ou en tout cas être moins importants. Donc c'est probablement se réinventer pour réussir demain à être toujours compétitif et surtout toujours dans l'intérêt de nos clients. Parce que moi, demain, quelque chose que je peux faire par l'IA et je fais juste le passe-plat ou je l'envoie après mon client, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc mon but, c'est de travailler pour mes clients et donc de savoir ce que demain, je peux leur offrir comme solution et moi, comment je peux du coup me réinventer pour continuer à pouvoir fonctionner comme je fonctionne aujourd'hui. Merci Florian. Alexandre ? Les grands jeux ? Oui, je souscris à tout ce qui a été dit. Effectivement, c'est d'intégrer progressivement ces outils-là. Il va y avoir une phase de maturité, en fait, et ceux qui sont vraiment intéressants vont sortir. Ceux qui ne sont pas intéressants vont mourir d'eux-mêmes. Un des enjeux pour nous, c'est de pouvoir intégrer ces outils d'IA au bon usage, avec le bon cas d'usage, au bon endroit dans le système d'information.
Il n'y a pas que ça en ce moment, je vous l'ai dit, il y a la facturation électronique, et comme on a tout un tas d'activités différentes, il y a des évolutions réglementaires dans tous les sens, il faudra peut-être se calmer un peu d'ailleurs là-dessus. Donc il y a tout un tas de changements, il faut arriver à gérer ce changement au milieu de tous les autres, quoi. Et au niveau humain, c'est de l'apprentissage au quotidien, je pense, en étant rapproché des équipes pour les accompagner au quotidien. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que on remplace pas un pour un, c'est que là j'ai fait l'expérience il y a 2-3 jours sur des analyses de bilan assistées. On va plus loin en fait. Il y a des points qui n'étaient pas creusés avant, qui se soulèvent, qui sont creusés et sur lesquels on peut finalement pousser des plans d'action sur lesquels on ne poussait pas. Donc ça laisse entrevoir quand même la lumière dans tout ça. On va aller plus dans le fond des choses, on va creuser plus loin et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais on ne le voit pas tout de suite, mais il faut vraiment commencer à travailler les sujets et on les voit apparaître, quoi. Merci Alexandre. Pierre? Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, je dirais rapidement. Il faut suivre l'évolution, il faut suivre les outils. Certains vont s'abandonner d'eux-mêmes. Faut être à l'heure, il faut prendre le train parce qu'il est parti. Enfin, il faut être dans le train, pardon, parce qu'il est parti. Il ne faut pas le laisser partir, au contraire. Il faut suivre l'évolution. Dans nos cabinets, on a énormément de chantiers là, sur les 3 prochaines années, avec la facture électronique, etc. Donc ça mobilise. Alors les juristes sont un petit peu moins concernés évidemment par la facture électronique, mais sur tout ce qui est production du juridique, il faut qu'on reste toujours proche des clients et qu'on soit en relation avec leurs opérations. Parce que s'ils ont des opérations, il faut bien les traiter. Qu'on les traite de façon plus simplifiée, tant mieux. Mais il faut quand même les traiter. Et les cas d'usage, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation d'INPI, la complexité, et même si l'IA résout les problèmes du guichet unique, nos juristes, ils s'arrachent les cheveux toute la journée, malgré qu'il y a de Legal Vision et de l'INPI et la nôtre. Ça n'empêche pas que c'est comme des humains qui sont en train de traiter les problèmes et ce n'est pas les IA qui arrivent à tout traiter non plus. Merci Pierre, merci à tous. Je vais prendre éventuellement quelques questions, mais avant de prendre des questions, je voudrais savoir, à main levée, qui utilise l'IA à titre personnel et à titre professionnel? Bon, ça va, c'est presque la même chose. Et c'est le même IA? Non, pas forcément. Est-ce que j'ai des questions dans l'Assemblée avant qu'on passe aux ateliers? Oui. Bonjour, en fait j'ai juste une seule question. Je voulais savoir si M. Faucon pouvait nous dévoiler le nom de l'IA qu'il utilise pour le secrétariat juridique, s'il vous plaît. Alors on a toute une chaîne qui est intégrée. Notre cœur de fusée c'est Impalact. Alors c'est pas un outil d'IA, mais c'est un outil d'aide à la production des actes qui existent depuis longtemps. Alors, il y en a d'autres ici dans cette maison bien sûr, mais qui ont intégré petit à petit des couches, et notamment, mais j'imagine comme tous de plus en plus, s'il y a des résolutions particulières, hop, il y a le chat à côté, je pose ma question en prompt en français, écris-moi une résolution sur tel domaine, et en 2 clics, il y a une proposition de résolution qu'on peut rechallenger, parce que c'est génératif, et puis on fait copier-coller, ou on clique, et puis ça revient dedans. Donc ça, dans la production des résolutions assez simples, ça va assez vite. Et puis là, surtout l'IA, c'est plutôt comme j'ai l'IA productive, c'est tous les outils qui vont se connecter. On travaille avec Ubicap, donc on va essayer de connecter sur un seul outil, c'est notre challenge 26-27, les 9 outils qui sont pour le moment encore un petit peu en ordre dispersé, y compris l'envoi du mail, on va ait de tout connecter pour qu'il y ait un peu comme Legal Vision, mais on travaille avec les équipes, une seule plateforme, donc on a choisi Impalact pour le moment, qui va pouvoir rayonner avec le guichet unique, avec Legal Vision, avec Ubicap, avec Pennylen, etc., toute notre suite d'outils, sur avoir que les juristes ont un seul outil métier à intégrer. Et on travaille aussi en développant en partenariat, comme on le fait avec Legal Vision, là avec Impalact, pour que notre process soit aussi source de réflexion du partenaire, qui intègre aussi les cas d'usage de fonctionnement opérationnel, pour qu'ils le mettent aussi dans leurs outils, pour que ça soit adapté à la production d'un expert comptable. Alors nous, effectivement, on est évidemment différents avocats, on n'est pas avocats, on produit du secrétariat juridique associé aux comptes, aux petites opérations de nos clients, on ne fait pas des MNE, c'est un autre type évidemment d'application. Donc on est sur des choses assez simples, donc qui s'enchaînent avec la production des comptes ou la vie sociale des entreprises de manière simple. Merci Pierre. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, j'arrive. Et ce sera, je pense, la dernière question, parce que sinon je vais me faire disputer par Mathilde. Oui, bonjour. Une question pour M. Landry, principalement, mais ouverte à tous les intervenants. Et vous parlez de... merci. Vous parlez de former les juniors, mais la question c'est si vous êtes ouvert, parce que les juniors d'aujourd'hui,
Vous disiez que les juniors... attendez, s'il vous plaît. Vous parlez que les juniors d'aujourd'hui, ils seront les seniors de demain. Ma question, c'est si chez Oslo, vous êtes ouvert à les former. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'est le cas de tout le monde. Nous on forme des juniors. D'ailleurs, on en a un aujourd'hui et on voit, il fait partie justement, il a peu d'expérience en tant qu'avocat, il a prêté serment il y a 4 mois, mais il fait partie de l'équipe dédiée au développement de l'intelligence artificielle parce que c'est celui qui sait le mieux l'adopter, parce qu'il faut aussi être honnête, et lui, il a plus grandi, en tout cas, il a plus grandi là-dedans que d'autres générations de notre cabinet. Donc nous, l'idée, c'était en effet que lui, il nous apporte sa plus-value et son avis sur des solutions, et nous, derrière, on continue à le former. C'est-à-dire que lui, il va travailler avec l'IA, mais comme c'était le cas avant, ça repassera toujours par un avocat senior avant de sortir chez le client. Et donc lui, il va pouvoir aller plus vite, peut-être mieux comprendre. Ça n'empêche qu'on continue à faire la formation comme on faisait avant. Et d'ailleurs, je pense que côté formation, l'IA est intéressante parce que savoir l'utiliser, c'est un peu en réalité comme si on manageait quelqu'un. Et donc nous aussi, ça continue à former les autres générations à savoir manager, à s'entraîner. Donc je pense que c'est pas du tout antinomique, et c'est justement une vraie plus-value de se dire que eux peuvent nous apporter quelque chose. Enfin, les juniors peuvent nous apporter des choses sur la manière de l'utiliser, sur cette volonté de l'utiliser, parce que le vrai sujet, c'était le cas chez Legal Vision, c'est l'adoption. Il faut que les gens l'adoptent, parce que ça a un coût lié derrière, ça a un coût de le développer. Et ces jeunes générations ont la volonté de l'adopter parce qu'ils ont aussi peut-être une vision que des générations plus âgées n'ont pas. Donc nous, au contraire, on continue on veut former des jeunes générations parce que c'est donnant-donnant, ils nous apportent aussi beaucoup de choses. Merci Florian. Hervé, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais compléter un petit peu ce qu'a apporté à l'instant mon voisin. Je crois qu'on parle d'intelligence artificielle, mais on doit aussi mettre en face une autre chose, et je vais élargir un tout petit peu le débat pour conclure, c'est opposer l'intelligence artificielle à l'intelligence collective. Et je crois que c'est extrêmement important de pouvoir aussi ne pas considérer, si vous voulez, donc ce qu'on a utilisé pendant de nombreuses années, c'est-à-dire en fait chez les juristes notamment, mais les avocats aussi, où on était plutôt, si vous voulez, sur quelque part des personnalités, des gens individuels, etc. Il ne faut pas avoir peur non plus de revoir un peu ces organisations. Alors, c'est valable surtout, évidemment, notamment pour les corporates et notamment les grands groupes comme le nôtre. Il est certain qu'une nouvelle organisation sous forme de plateforme, je vous ai parlé tout à l'heure de plateforme, donc Corporate Law and Governance, qui représente plusieurs dizaines de juristes disséminés un peu partout, a grandement contribué, si vous voulez, à justement développer cette intelligence collective, mais également, si vous voulez, de mettre en perspective la notion d'intelligence artificielle. Et je crois qu'en fait, on a deux notions qui peuvent comme ça paraître hégémoniques, mais en réalité sont très très proches. Voilà. Merci beaucoup Hervé, merci Florian, merci Pierre, merci Alexandre pour votre temps et pour votre partage de vision et d'expérience.